À tous, bienvenue dans le club qui vous retrouve avec une semaine remplie d'événements. Au moment où Paul Kagame bombarde via la M23 le faubourg de Goma, au moment où à Kinshasa on perd les grandes figures de la diplomatie, Edi Angoulou est parti, Emmanuel Kipolongo aussi, au moment où la RDC se retrouve pour ses groupes de contact qui a livré les conclusions pour ces concertations nationales, au même moment à Luanda, entre Dos Santos, Zuma et Joseph Kabila, on dessine la prochaine carte de la région des Grands Lacs, au même moment où, ici à Kinshasa, certains politiciens essaient de distribuer de prospectus disant qu'il y avait déjà la modification de la Constitution. Eh bien, le Congo continue sa marche, très lentement, mais avec beaucoup d'assurance. Bienvenue au club, avec aujourd'hui deux titres. Si on a le temps, on va commencer d'abord par le boosting, c'est le terme entre guillemets dans ces tripartites qui s'est déroulé d'abord à Harare, dans le prestation de serment de Mugabe et puis les visites de certains chefs d'État. Et ensuite, c'est poursuivi, c'est tripartite parce qu'il y en a eu plusieurs, à Luanda avec Joseph Kabila et Jacob Zuma et Dos Santos pour parler de la coopération sécuritaire, défense et aussi pour un déploiement quand même musclé de moyens techniques et militaires pour essayer de stabiliser la situation à l'Est. Comme d'habitude, nous sommes avec les grosses pointures qui sont là. Mike Mukebai, la semaine dernière, on vous a dit assez requinqué pour décortiquer l'opposition, mais l'opposition ne se retrouve pas lorsque l'un de ses défenseurs essaye de gratigner Etienne Tshisekedi, qui est le maillon fort, pour ne pas dire... C'est quand même trop fort que de me présenter comme l'un des défenseurs de l'opposition. Enfin, je crois peut-être que nous avons en partage certaines idées avec des opposants, mais je n'en suis pas le défenseur. J'essaie d'analyser de manière objective. C'est aussi pas évident, mais j'essaie de comprendre la situation qui aime bien, politique châtie bien, et donner ma lecture. Hein. Oui. Qui aime bien, châtie bien. Je ne veux pas parler de relations d'amour entre Etienne Tshisekedi et moi. J'ai combattu comme parlementaire debout. Je garde beaucoup de respect pour lui. Je me dis en même temps qu'il est en train de rater le coach. Et pourquoi ne pas l'interpeller? Peut-être qu'il y aura un sursaut. Je ne sais pas. Moi, je suis journaliste. C'est bien plus facile pour moi, analyste. Les autres ont peur de lui dire la vérité en face, de craindre qu'il ne soit diabolisé ou de le dire sur un plateau de télé. Moi, le message finira toujours par arriver. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne parlera pas de l'IDPS. On va plus parler un peu diplomatie et plus la situation à l'Est. Hein, vous êtes toujours de gauche ou de droite? Plutôt de gauche, hein? Dernière nouvelle. En tout cas, c'est très compliqué que je me définisse de gauche ou de droite. Je crois que je laisse ça aux autres. Oui, aux autres. C'est trop prétentieux. Dans un Congo où il n'y a pas de démarquage, mais il y a un nationaliste de gauche hein, qui l'assume comme tel. Hein? Bagoumani. On considère que le pays a besoin des gens qui sont proches de la population, des gens qui estiment que les points de vue de la population doivent être portés de manière audible. Pour ne pas dire le peuple d'abord. Le peuple d'abord, oui. N'est-ce pas? Et enfin, toujours dans la suite, c'est le journalo juridique, hein, le spécialiste maison des textes de loi et des procédures. Effectivement, et qui n'est ni de la gauche ni de la droite, mais de la patrie. Lorsque mon Congo va à droite, je suis avec lui. Lorsque mon Congo va à gauche, je suis avec lui. Lorsque mon Congo est au milieu, je suis au milieu. Mais qui reste journaliste par ailleurs. Naturellement, parce qu'on se définit de la gauche ou de la droite, c'est quand le Congo bouge, on reste dans son coin et là, on perd le patriotisme. Et ça, c'est grave. Et voilà. Et l'informateur de la classe politique, hein, qui est lui-même très offensif lorsqu'il faut donner le point de vue sur les situations sensibles. Tout part de la classe politique. Tout part de la classe si politique. Nous avons une classe politique qui revient corrigée, teintée d'intelligence, le pays peut changer. N'est-ce pas? Mais est-ce que dans l'état actuel des choses, nous en avons une? C'est ça la question. Non, parce qu'on voit les revirements, certaines reviennent sur leurs propres positions. Martin Fayulu et Lisanga Bonganga réclamaient autrefois. Aujourd'hui, on les a vus à Kimponz en train de distribuer des tracts. Non, en fait, il y a encore, c'est ça le vrai problème d'ailleurs pour ces concertations nationales. Oui. C'est que les choses ne sont pas fixées en tant que telles. Le pouvoir que nous appelons communément la majorité a une autre vision des concertations.
Et vous avez l'opposition. Mais il y a une bonne partie maintenant de l'opposition vous avez dite la responsable. société civile préfabriquée. Comment préfabriquée? Ils ont une autre vision des concertations. Oui. Donc, nous nous disons où allons-nous? Mais tout ceci fait partie de la classe politique. Évidemment. Depuis 1960. Évidemment. Révier, corriger. Parlons maintenant de cette diplomatie offensive. Joseph Kabila avait toujours dit 3 options: militaire, diplomatie et aussi de la politique intérieure. Aujourd'hui, on se rend compte que ce qui s'est passé notamment à Harare, en marge des prestations de serment de Mugabe, c'est plus consolidé à Luanda. On a entendu Dos Santos, il y a longtemps qu'il n'a pas parlé Dos Santos, parler avec vigueur pour que les Nations Unies respectent leur signature, pour que la région des Grands Lacs enfin soit gérée par la sous-région et surtout avec des moyens techniques considérables. Et puis on a senti Jacob Zuma dire: l'Afrique du Sud est une grande puissance, il faut qu'elle soit respectée comme telle. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression quelquefois que la SADC aime toujours se faire respecter, comme à Madagascar, où Rajoelina a été obligé de s'incliner. Oui, Jean-Marie, la carte est en train de se redessiner dans la sous-région de Grand Lac. Kagame et Museveni passent, à mon sens, leurs derniers jours comme leaders dans la sous-région de Grand Lac. Et tout le monde se bouscule pour jouer un rôle quelconque pour qu'au moment opportun, ils puissent tirer les dividendes nécessaires. La Tanzanie s'est déjà positionnée. L'Afrique du Sud s'est rattrapée rapidement au galop en étant dans la brigade spéciale. Et aujourd'hui, la tripartite de Luanda, je pense que ce sont les options qui sont les meilleures. En ce sens que là, on parle de l'armée, de renforcement de l'armée congolaise. Oui. Il y a une coopération militaire. On va former nos garçons et nos filles qui vont défendre l'intégrité du territoire national. Je pense que c'est ça la meilleure option, l'option qui convient le mieux. Lorsque vous disiez ici, je parle même pour Diakessé, il disait aussi, la RDC se fera respecter quand elle aura une armée. Et Dos Santos dit: je suis prêt, comme quelques unités ont été formées là-bas, notamment la police, de renforcer la formation et de mettre à disposition l'équipement nécessaire. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est bien ce que j'ai toujours défendu. C'est une option que j'ai levée. La diplomatie avec les Nations Unies, la force spéciale, brigade ceci, mandat renforcé, ça ne nous conduirait à rien. Victoire diplomatique, on a entendu ça dans ce pays, ça ne nous conduira à rien tant que nous n'avons pas une armée. Et là, l'option de former réellement une armée républicaine professionnelle, on a vu avec le colonel Ndala, c'est ça la voie qui conduira à la fierté de la République démocratique du Congo et à une réelle défense de nos frontières nationales. Nous avons des richesses, nous sommes incapables de défendre nos frontières nationales, les frontières sont poreuses, les voisins peuvent venir en promenade de santé chez nous, ça doit s'arrêter. Mais est-ce que c'est la faiblesse de la diplomatie, notamment à Kampala, qui a aujourd'hui poussé, on va dire, la RDC de miser sur la défense, de viser sur la coopération militaire, qui pourront faire pression sur Paul Kagame? Non, on avait 3 fers au feu. Oui. Il y avait la diplomatie, la politique et le côté militaire. Du côté militaire, il faut le reconnaître, les FRDC sont requinqués aujourd'hui. Oui. Ils sont en train de monter en puissance. On va en parler dans la deuxième partie, parce que il y a de maladresse du côté de l'Est. À Kampala, c'est l'autre fer qui est également tenu par la République. Oui. Pour moi, il faut fermer cette histoire et oublier rapidement, parce que le M23, c'est une force à éradiquer. Éradiquer. Pas inviter à Kinshasa. Il n'y a même pas question d'inviter à la table de négociation. Les Nations Unies l'ont dit et la République en a souffert. Le M23, c'est le RCD, c'est le CNDP, c'est l'AFDEL, le RCD, le CNDP et aujourd'hui le M23. Quelqu'un a même dit aujourd'hui que c'était une brigade de l'armée rwandaise qui s'est déployée en République démocratique du Congo. Alors, il faut l'éradiquer, il faut les chasser. Compréhension de la tripartite de Luanda. Je crois que nous ne devons pas nous laisser aller à ces déclarations qui ont été entendues. Des Zuma ou des Dos Santos? Les deux, parce qu'en fait, les choses se jouent ailleurs. Nous devons commencer par nous montrer préoccupés par le fait que la brigade ne se déploie pas totalement jusque-là et qu'elle n'a pas encore
commencer le vrai travail la brigade ne tire pas suffisamment. Pour lesquels elle a été. Parce que Monoubaï a dit et Basse que non, nous, on a commencé à utiliser les hélicoptères, on a commencé à tirer. On parlera tout à l'heure des bombardements de Kagame. Tant mieux, la MONUSCO est toujours venue en appui, notamment sur le plan, timide, hein? Sur le plan aérien. Au FARDC, ce n'est pas la première fois. Mais il nous faut revenir à la vraie crise, aux vrais problèmes qui se posent et nous rendre compte que diplomatiquement, le Rwanda a une avance sur nous. Nous l'avons toujours dit sur ces plateaux qu'il fallait travailler sérieusement par le lobbying tout en cherchant à changer le rapport de force sur terrain. Si le Rwanda s'est entêté, le M23 s'est entêté, qu'il a dit qu'il était prêt à affronter la brigade d'intervention, c'est qu'ils ont mesuré le rapport de force sur le plan diplomatique et compris que le monde n'était pas disposé à aller jusqu'au bout. Il faut comprendre les hésitations du monde. Jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Laisser les Congolais être bombardés, on en parlait dans la deuxième partie, laisser les Congolais être bombardés et dire qu'il faut absolument protéger les Rwandais, c'est ça? Non, je suis en train d'avancer, Jean-Marie. Oui. Il faut comprendre les hésitations du monde sur cette question. Le monde c'est le génocide? Le monde a dit qu'a traité les M23 de force négative, quand nous sommes allés à Addis Abeba, mais quand il a fallu les couler dans une résolution, ça n'a pas été fait. Et par la suite, on nous a poussé à négocier avec les mêmes qui étaient considérés comme des forces négatives. Donc le monde hésite, le monde n'est pas résolument décidé à anéantir le M23. Ça, c'est très clair. On a vu comment le M23 s'est comporté ici alors que Ban Ki-moon était présent. Il a fallu qu'on négocie avec eux ou qu'il lève un peu la pression, qu'il baisse la pression sur Goma pour que Ban Ki-moon y séjourne. Donc la réalité sur terrain est que diplomatiquement, nous sommes battus par notre voisin. Il a une longueur d'avance sur nous et qu'il faut travailler sérieusement. Autrement dit, quelle serait la démarche? Laisser la société civile faire la pression ou expliquer aux Nations Unies qu'ils doivent faire leur travail et rien que leur travail? Mais c'est à nous de savoir utiliser les différents leviers. Notre société civile est un levier important. Nous pouvons l'utiliser dans cette démarche pour faire pression sur les Nations Unies. Il y a eu un voyage ici, je crois, des églises aux Nations Unies. Absolument. Je crois que ça a dû changer un peu de choses. Donc il faut laisser la société civile faire son travail comme il se doit, au gouvernement de s'occuper de sa tâche. Oui. Mais il est fondamental en même temps, la question a été posée, nous avons tous ici applaudi l'avancée des FARDC. Et ça continue, on parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça continue. Si ce n'était pas le cas, Goma serait déjà tombé. Non, nous sommes allés au-delà de Goma. Oui. Quand s'offre pour nous une éclaircie, dans une situation où le rapport de force sur le plan militaire ne sont pas nettement clairs en notre faveur, mais quand il s'offre à nous une éclaircie, je crois qu'il faut en profiter pour aller le plus loin possible. Mais nous avons l'impression qu'en même temps qu'on crie Rwanda, Rwanda agresseur, on le ménage, c'est Rwanda. C'est cela le problème. Je crois qu'il faudra bien faire cette guerre et la faire sérieusement et que le monde sente qu'il y a un danger d'embrasement. Parce que j'ai l'impression que le monde n'a pas encore mesuré les dangers qu'il y a. Et dans l'entretemps, nous, de notre côté, nous ne comprenons pas. Parce que ceux qui crient à la balkanisation ici, je suis d'accord avec eux dans une certaine mesure, mais ceux qui ne disent pas très haut, c'est que le grand allié de la balkanisation, c'est le temps, les pourrissements. Partout où ça a été balkanisé, on a pu jouer sur le pourrissement. Et là, nous sommes maintenant à plus d'une décennie d'une crise qui ne se termine pas. Nous entrons dans la seconde. Mais il ne faut pas non plus précipiter la balkanisation. Non, j'ai dit. Il nous faut faire éviter, des choses avec méthode et intelligence. J'ai dit qu'il nous faut éviter les pièges du pourrissement. C'est ces pièges du pourrissement qui pourraient nous conduire à la balkanisation qui est décriée par certains, mais à laquelle moi je ne crois pas. Vous n'y croyez pas. Mais si les gens ont des velléités territoriales, il faut quand même se méfier. Aujourd'hui, Dos Santos, Zuma les disent clairement, nous voulons gérer la crise avec des moyens militaires. Nous voulons booster la RDC en formation, en matériel, en avion. C'est vous qui parlez toujours dans cette émission, la RDC n'a pas d'amis, les voici. Vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Oui. Monsieur Jean-Marie, j'aimerais partir de l'historicité même de l'Afrique et contextualiser les problèmes que nous avons au Congo. Nous sommes en 2001. Dos Santos crée un nouveau paradigme. 2001. 2001. Dos Santos constate, l'ONU est là, en Angola, l'ONU s'interpose. C'était interposé. Entre Savimbi et lui. D'un côté, il y a le MPLA et l'UNITA.
Dos Santos se pose la question. Évidemment, c'était ipso facto la répartition de l'Angola. Absolument. Dos Santos se lève un bon matin. Il prend la